Un couple homosexuel, travaillant dans l'événementiel à Bourges, disparaît subitement en mars 2009. Un mois plus tard, le procureur convoque la presse. Les victimes sont mortes et 2 suspects sont en garde à vue. Il faudra encore un mois pour retrouver les corps dans une fosse creusée sur une berge sauvage de la Loire. Les 2 hommes ont été enterrés vivants. Accusés, levez-vous est un podcast du groupe Centre France. Un épisode écrit et réalisé par Bertrand Hiverneau, Roland Segui et Stéphanie Delanne. Le sentier pénètre une bande de terre sauvage entre la route et le fleuve. Les 4 hommes marchent en file indienne, les 2 du milieu ont les poignets ligotés et la bouche bâillonnée. Les 2 autres portent des fusils, ils s'enfoncent dans la végétation et parviennent sur une plage. Face à eux, un grand trou est creusé dans la terre sablonneuse. Les victimes descendent dans la fosse, elles choisissent de s'asseoir face à face. Un couple fusionnel jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière pelletée qui va les recouvrir. Enterrés vivants, une mort parmi les plus atroces. Luc Amblard a 56 ans, Guy Bordenave a 39 ans. Ils se sont rencontrés à une fête de Noël en 1993. Ils ne se sont plus jamais quittés, ils partiront les yeux dans les yeux. Luc a guéri son compagnon de l'alcoolisme. Guy a sorti Luc de sa solitude sentimentale. Ils travaillent ensemble dans l'événementiel à Bourges, des gens discrets et paisibles, comme leur cadre de vie, un pavillon de Couilly, village dortoir à quelques kilomètres du chef-lieu du Cher. La paix est rompue le 10 mars 2009. Marie-Laure Bordenave, la sœur de Guy, appelle les gendarmes. Elle n'a plus de nouvelles de son frère depuis 3 jours. Il n'y a personne dans le pavillon. Pourtant, la voiture du couple est toujours dans le garage. Plusieurs détails attirent l'attention des gendarmes. Un repas non débarrassé sur un plateau, du verre brisé sur le sol, des taches rougeâtres. La maison est en désordre, ce qui est inhabituel. Les bagages, les brosses à dents, les téléphones mobiles des occupants sont là. Plus inquiétant encore, Luc Amblard souffre d'un diabète sévère et il n'a pas emporté son traitement. Le jour suivant, Luc Amblard et Guy Bordenave demeurent introuvables. Aucun taxi ni ambulance ne les a pris en charge. Ils n'ont été admis dans aucun hôpital ni clinique. Des battues en forêt, des survols de plans d'eau en hélicoptère ne donnent rien. Une cellule de crise est installée à la mairie de Couilly. Les experts passent le pavillon au peigne fin. Un test au Blue Star, un procédé mêlant lumière bleutée et chimie fine, met en évidence la présence de sang dans plusieurs pièces. Dans le secret de l'enquête, les gendarmes recueillent les témoignages de plusieurs voisins ou amis qui ont vu de la lumière chez les disparus jusque tard dans la nuit du 7 au 8 mars, ainsi qu'un fourgon blanc, un Renault Master, garé devant le pavillon. Pas un jour ne passe sans que des recherches soient menées à travers le département. Pas un jour ne passe sans que l'inquiétude grandisse. Une conférence de presse met fin à l'attente le 1er avril avec une sentence glaçante. Éric Maté, procureur de la République de Bourges, annonce le placement en garde à vue de 2 hommes et surtout, il prononce cette phrase: « Les enquêteurs et la justice n'ont plus d'espoir de retrouver les victimes vivantes. » Luc Amblard et Guy Bordenave sont donc morts, c'est une certitude. Leurs corps n'ont pas été retrouvés, mais l'ADN ne saurait mentir. 2 jours auparavant, les analyses sont revenues du laboratoire et elles accablent les 2 suspects. Les empreintes génétiques de Claude Juillet, 53 ans, et de Christophe Rayet, 37 ans, se trouvent sur des objets retrouvés chez les victimes ou éparpillés dans des fossés des environs. L'ADN des suspects est parfois mélangé à celui de Luc Amblard ou de Guy Bordenave, les victimes, parfois mêlé à du sang. Claude Juillet est l'ancien compagnon de Marie-Laure Bordenave. Il a travaillé par intermittence pour la société d'événementiel du couple, sans donner satisfaction. Christophe Rayet, lui, ne les a croisés qu'une seule fois dans sa vie.
Que leur voulait-il ? En garde à vue, Claude Juillet est muet comme une tombe. À la différence de Christophe Rayet, ce Landais est hébergé depuis quelques semaines chez son ami. Sa compagne l'a mis dehors, elle ne supporte plus son alcoolisme, une addiction ancienne dont il ne peut se défaire. D'ailleurs, il raconte qu'il est saoul dans la soirée du 7 mars, quand Claude Juillet l'embarque dans son Renault Master en direction de Couilly. Ils emportent des fusils non chargés, des colliers de serrage, une pelle, pour régler, croit savoir Christophe Rayet, une simple histoire d'argent. Mais la situation dégénère rapidement chez Luc Amblard et Guy Bordenave. Coup de crosse, saucissonnage, séquestration dans la chambre pendant toute la nuit, en attendant les premières lueurs du jour pour partir en évitant d'attirer l'attention des gendarmes sur le fourgon blanc. Christophe Rayet assure qu'il n'était qu'à moitié lucide, qu'il a suivi par amitié, qu'il n'a pas violenté le couple, et que Claude Juillet l'a déposé sur une place de la Charité-sur-Loire. Ce dernier lui aurait dit qu'il allait emmener les victimes en forêt, discuter avec elles et les laisser partir. Claude Juillet et Christophe Rayet sont mis en examen pour enlèvement ou séquestration suivi de la mort des victimes et placés en détention dans des prisons différentes. Bertrand Hyvernaud, de quels éléments incriminant les deux suspects dispose Paul-Édouard Laloy, le juge d'instruction ? Il dispose notamment d'ADN. Un collier de serrage qui porte l'ADN de l'une des deux victimes est retrouvé au domicile de Claude Juillet. Il y a aussi les clés de la maison du couple qui ont été découvertes dans le fourgon, encore, de Claude Juillet. Et l'analyse de la téléphonie des deux mises en examen, qu'apporte-t-elle ? Elle est révélatrice en creux. D'ordinaire, leurs appareils sont toujours allumés. Ils ne les éteignent jamais, même pas la nuit. Durant la nuit du crime, il n'y a aucun appel, aucun message, aucun relais même n'est activé. Pour les gendarmes, ça veut dire une chose, les deux téléphones sont éteints. Christophe Rayet donne un luxe de détails sur les 2 heures qu'il aurait passées à la Charité, quand Claude Juillet est soi-disant parti avec les victimes. Mais rien ne colle. Le bar qu'il décrit avec une grande précision est fermé depuis 1 an au moment des faits. C'est là qu'intervient le gérant d'une station de lavage automobile. Il prévient les enquêteurs que 2 hommes ont nettoyé un fourgon blanc le 8 mars vers 8 heures et ils y ont mis beaucoup de cœur, ce qui l'a surpris pour un véhicule de ce type. Il a noté l'immatriculation, elle correspond au Renault Master de Claude Juillet. Les gendarmes lui montrent une planche photographique, il désigne sans hésiter Claude Juillet et Christophe Rayet. Ce dernier ne peut pas, au même moment, boire un café et briquer une carrosserie. Son alibi finit de prendre l'eau avec la lettre envoyée au procureur de la République de Bourges par un codétenu. Christophe Rayet aurait raconté l'ensevelissement des victimes à ce prisonnier corse. Il serait allé jusqu'à mimer ses gestes avec la pelle. Le repris de justice veut une remise de peine, alors il balance son camarade de promenade, il en rajoute, il invente même, mais il livre aussi un détail déterminant. Claude Juillet et Christophe Rayet ont été surpris par un jogger en revenant de la fosse. Ce jogger qui ne sera finalement jamais retrouvé malgré un appel à témoins lancé par les gendarmes, seul Claude Juillet en a parlé, car oui, il a parlé. Le 14 mai 2009, il est convoqué pour la première fois dans le bureau du juge. La question inaugurale de Paul-Édouard Laloy est la suivante. Qui sont Luc Amblard et Guy Bordenave ? Claude Juillet répond « Ils étaient... » « Pourquoi l'imparfait » demande immédiatement le magistrat. « Car ils ne sont plus » rétorque le quinquagénaire. Et, d'une longue tirée, il se met à table, des aveux complets et immobiles que personne n'avait suspectés. Bertrand Hyvernaud, quel est le mobile de ce crime affreux ? À considérer que Claude Juillet dit la vérité, il s'agirait d'une vengeance. Il voulait renouer avec Marie-Laure Bordenave et il voyait le couple de son frère comme un obstacle parce que ces derniers ne l'aimaient pas, ne l'appréciaient pas et ne voulaient pas que Marie-Laure poursuive avec lui. Il va dire au juge d'instruction, en supprimant le problème, je supprimais les conséquences. De là à les enterrer vivants ? Effectivement, le mode opératoire est étrange. Le plan comporte des parties préparées et d'autres totalement improvisées. Par exemple,
La fosse est creusée une semaine avant la séquestration. Mais la soirée du crime, elle, ne va pas suivre de logique évidente. Et puis il y a cette fin horrible. Quand les 2 victimes sont dans la fosse, elles respirent encore. Quand elles sont recouvertes de sable, elles sont encore vivantes. Claude Juillet dit qu'il n'a pas voulu utiliser le fusil, qu'ils avaient pourtant amené, de peur que les coups de feu s'entendent. Voilà pourquoi ils les ont enterrés vivants. Une motivation, un mode opératoire, mais toujours pas de corps. De nouvelles recherches sont ordonnées, avec des chiens spécialisés dans la détection de cadavres. Mais elles sont vaines. Il faut que Claude Juillet soit amené sur zone, le 4 juin, et qu'il indique un petit chemin tranquille courant le long de la Loire, au lieu dit la Pointe, à la Charité, pour qu'elles aboutissent. Le berger allemand Balthazar se met à gratter le sol à un endroit précis. C'est le début de l'après-midi, les pelles se mettent en action, les dépouilles sont retrouvées profondément enterrées, recouvertes de limon et en état de décomposition avancée, toujours assises face à face. Les autopsies confirment la mort par asphyxie. Des grains de sable sont prélevés en petite quantité dans les appareils respiratoires de Luc Amblard et Guy Bordenave. La fin de l'instruction, avec confrontation et reconstitution, n'apporte rien de plus à la révélation de la vérité. Le procès s'ouvre. 2 ans plus tard, à Bourges, Claude Juillet et Christophe Rayé encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Les débats sont stériles. Les dénégations de Christophe Rayé ne résistent pas à l'examen des pièces, mais il s'y tient. La déposition de Marie-Laure Bordenave est le sommet émotionnel des 3 jours d'audience. Elle ne comprend pas le mobile avancé par son ex-compagnon qu'elle a continué de fréquenter. Jamais elle n'a senti de tension entre lui et le couple de son frère. Jamais ils n'en ont parlé. Elle finit par lui adresser directement la parole. « Le choix que j'avais fait, c'était toi. T'avais pas compris ça ?» Si ce n'est ça, c'est l'argent. 900 € ont été retirés avec les cartes bancaires et les codes secrets des victimes durant la nuit qui a suivi celle de leur séquestration. Christophe Rayé, dont la situation d'endettement était connue, a admis avoir effectué ces opérations. Alors, tant de haine pour 900 €? Ça ne colle pas. Faire endurer la pire des souffrances pour un amour blessé? C'est plus crédible, mais à peine plus. Les accusés feignent d'ailleurs de ne jamais comprendre les questions sur la cruauté de la mise à mort. On demande à Claude Juillet comment les victimes ont-elles réagi au moment de l'enfouissement. Il se contente de répondre platement « Je ne les regardais pas ». Le 29 septembre 2011, Claude Juillet et Christophe Rayé sont condamnés à 30 ans de prison. La Cour et les jurés ne font pas de distinction entre eux malgré les réquisitions différenciées du parquet, comme s'ils faisaient payer au premier ses silences et au second ses dénégations. Il n'y aura pas d'appel, sans doute parce qu'aucune période de sûreté n'a été prononcée. À leur tour, Claude Juillet et Christophe Rayé sont envoyés au trou, mais eux pourront en sortir. Ils restent éligibles à une libération conditionnelle à partir de 2024. Au plus tard, ils sortiront en 2033. L'affaire des enterrés de la Loire est à réécouter sur l'ensemble des sites du groupe Centre France et sur les plateformes de streaming.